face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui un jour se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Clara Chapaz, directrice de la French Tech. Clara revient sur son parcours hors du commun, que certains qualifient de sans faute. Entrepreneuriat, expérience à l'international, fine connaissance des startups comme des scale-up, la jeune femme de 32 ans coche toutes les cases. En rencontrant Clara, je découvre une femme enthousiaste, avec une soif d'apprendre infinie, mais qui lutte aussi contre son syndrome de l'imposteur, qui revient régulièrement frapper à la porte. Clara nous raconte son parcours avec une énergie communicative et les rencontres qui y ont été décisives pour lui permettre d'oser voir grand. Merci beaucoup Clara d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je commencerai bien par parler un peu de chemin prédestiné ou déjà écrit. Le CEO de Vestiaire Collective dit de toi, et je le cite, Clara a pris le risque de ne pas suivre une route toute tracée, ce qui lui permet d'avoir une expérience beaucoup plus large que la plupart des personnes de son âge. C'est quoi cette route toute tracée dont il parle ? Oui, du coup, je pense qu'il fait référence au fait que très vite, à la fin de mes études, j'ai eu envie de partir explorer plein de choses. Plutôt peut-être que certains parcours un peu plus classiques, type rejoindre une entreprise, type cabinet de conseil ou banque, etc., à Paris, que pouvaient faire beaucoup de mes camarades de promo. Je me suis souvent posé la question depuis quelque temps d'où ça m'est venu, cette envie de partir loin, à la rencontre de plein de choses. J'ai été d'abord à Hong Kong, puis en Thaïlande, puis à Singapour, puis aux États-Unis, à Boston, en Angleterre. J'ai grandi dans un tout petit village avec 700 habitants. Et peut-être qu'en fait, ça vient de là. Le fait de s'être senti, peut-être dans un environnement qu'on comprend complètement, qu'on connaît par cœur, et donc qui donne envie finalement d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ça que je pense il voulait dire par chemin pas tracé. C'est vrai que quand on se retrouve, je sais pas, à 22, 23 ans, à Bangkok, à lancer une première boîte de e-commerce alors qu'il n'y a ni solution de paiement, ni solution logistique et qu'on n'a jamais managé personne, ça peut être un peu déroutant. Mais c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, ce genre d'expérience. D'ailleurs, ça m'amène à te poser cette question. En voyant ton parcours, moi personnellement, je le trouve très très riche et assez impressionnant. Et parfois, tu sais, avec du recul, on peut avoir cette impression, à mon avis, n'est pas juste forcément, mais que finalement, tu savais toujours où tu allais, quelle était la prochaine étape. Et en fait, est-ce que tu as eu des doutes entre ces étapes ? Et si oui, par quoi tu t'es laissé guider en fait ? Ouais, bien sûr. Je pense ça ferait sourire mes amis cette question, parce qu'à chaque étape, j'ai toujours pas mal hésité en fait. Je sens que ça revient à cette curiosité, mais il y a toujours eu beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et donc, c'était pas forcément toujours évident de choisir où est-ce que j'allais passer les prochaines années. Je me suis jamais vue faire des choix en me disant « Oh, c'est pour les 15 prochaines années à venir », mais disons les 2, 3 prochaines années. Avec toujours cette impression, et d'ailleurs, c'est quelque chose, j'ai eu la chance de faire chance. C'est quelque chose dont je parlais souvent avec mon coach, cette impression qu'en choisissant une voie, on enferme d'autres. Et donc, un peu cette peur de se dire oh, est-ce que je vais passer à côté de quelque chose où j'aurais pu plus apprendre, plus découvrir, faire plus de rencontres. Donc, à chaque, étape, aussi comme je suis quelqu'un qui aime bien prévoir, planifier, j'avais toujours beaucoup d'options différentes, toutes bien prêtes. Mais c'était pas toujours évident de choisir l'option que j'allais finalement choisir. Et comment j'ai fait ? C'est pareil, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec mon coach de chance. Je pense qu'au fond,
j'ai peut-être toujours plus su que ce que je voulais le dire ou que je voulais ou que j'en avais conscience. Mais oui, c'est un mélange d'à la fois des raisons peut-être un peu plus rationnelles, professionnelles, mais surtout une grosse intuition. Ça m'est arrivé parfois de me tromper. Par exemple, quand j'étais en Asie, j'avais commencé à travailler sur un projet et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas à ma place, c'était pas le projet dans lequel je m'épanouirais le plus. Mais dans ces moments-là où peut-être j'ai pas pris pour la bonne décision, je m'en rends compte assez vite et c'est un sentiment qui est très fort de se dire non, en fait, je suis pas à ma place. Et je pense que j'ai eu cette chance d'avoir toujours confiance en l'avenir et de me dire, du coup, faut changer, quoi. Faut changer, c'est pas grave, on s'est trompé, c'était pas la bonne décision, il y a plein d'autres options et de toute façon, je trouverai quelque chose de très bien. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a guidée. Donc de l'optimisme et de la confiance en l'avenir, en fait. Ouais, complètement. Et parmi toutes ces options, parce que tu dis j'ai confiance qu'il y ait plusieurs options, mais comment tu fais pour savoir laquelle choisir finalement ? Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup échanger pour faire des choix. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans le parcours. C'est que tu crées cette relation de confiance avec un coach. J'avais déjà échangé avec des coachs dans le passé et je l'ai toujours recommandé. Ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce dialogue pour construire un peu mes décisions. Et donc encore une fois, je pense que ça ferait pas mal sourire mes amis parce que j'ai passé de nombreuses heures à discuter de ce que je voulais faire avec les uns et les autres, à recueillir un peu les conseils, les perceptions. J'ai pas besoin qu'on me dise fais ça. Au contraire, je pense que j'aime bien faire plutôt ce que je veux et pas ce qu'on me dit. Mais par contre, j'aime bien ces moments d'échange où ça te pousse à réfléchir différemment. Finalement, ça t'apprend des choses sur toi-même aussi. Donc c'est plutôt comme ça que je prends mes décisions. C'est en parlant avec des gens qui me connaissent très bien, en les laissant finalement me poser des questions qui font que j'arrive aux réponses que peut-être j'avais déjà en tête, mais que j'avais besoin de formuler de cette façon. Ouais, donc en fait, c'est un peu jouer au ping-pong. Complètement. Et tu parlais de chance. Tu te rappelles les déclics ou les apprentissages majeurs avec lesquels tu es repartie de cette expérience ? Ouais. Après, peut-être pour revenir sur la question d'avant, comme tout le monde, avec des esprits très rationnels, je fais beaucoup de tableaux, les plus, les moins. On va mettre une note de 1 à 10 à tous ces critères et on va voir qu'est-ce qui ressort comme étant le meilleur choix à faire. Mais au fond, ça fait partie du process parce que j'aime bien les process et du coup, c'est une étape, mais c'est pas finalement ça qui guide les choix, je pense. En tout cas, pas pour moi. Oui, d'ailleurs, dans le parcours chance, il y a une matrice de décision qu'on donne à un moment donné, raison, émotion, intuition et valeur. Et donc là, t'en as cité déjà plusieurs. Ouais, complètement. Dans ton parcours chance, les apprentissages. Il paraît, on m'a dit que tout le monde citait celui-là, mais moi, ce qui a été, je pense, un des moments les plus critiques, c'est celui où on demande aux gens qui nous entourent de nous donner des feedbacks. Parce qu'en fait, on le fait beaucoup dans le monde professionnel, mais on le fait très rarement dans ton développement personnel. Et ça permet je sais pas si c'est une prise de conscience, parce que ce qui est sorti de ces écrits, c'était des choses qui m'ont pas surprise, mais de le voir écrit, les forces de Clara, c'est, je sais pas, de rassembler les gens, d'avoir ce dynamisme, etc. Les faiblesses, c'est peut-être de voir un peu blanc ou noir, d'avoir un peu de problème avec le gris. Finalement, ça te permet de prendre vraiment du recul et pour revenir à cette idée de confiance aussi, de reprendre confiance dans qui tu es parce que les autres te perçoivent comme ça, donc ça te conforte, je pense, dans ce que tu es vraiment. Et c'est vrai que c'est assez unique que les gens prennent du temps, de leur temps, pour t'aider toi. De façon aussi formalisée, aussi aboutie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un très beau moment de partage que je recommande à quiconque. Et là, tu as parlé finalement plusieurs fois d'altérité, d'échanges pour enrichir tes prises de décision, de feedback pour mieux te connaître. Et donc, on sent quand même que le rapport à l'autre, il est important. Enfin, dis-moi si je me trompe. Ok, je te vois hocher la tête. Et justement, j'aimerais parler de rencontres. Quelles ont été les rencontres marquantes de ta vie professionnelle qui t'ont accompagnée dans des bifurcations, des prises de décision, des moments de carrière ? Ouais, c'est une bonne question. Je crois beaucoup au concept de mentor, même s'il est un peu galvaudé. Mais
Pour moi, le mentor, c'est pas quelqu'un que tu mets sur un piédestal, qui a forcément une carrière incroyable, un réseau, je ne sais quoi. C'est plutôt des gens qui m'ont accompagné dans ma carrière, qui m'ont donné les clés pour progresser et qui m'ont donné cette confiance pour progresser aussi. La première personne qui me vient à l'esprit, c'était mon boss en Thaïlande qui s'appelle José Oreda, avec qui j'ai retravaillé en Angleterre, parce que j'ai vraiment adoré travailler avec lui. Donc, quand on a pu rebosser ensemble, on a fait en sorte que ça se passe. Et c'est la première personne qui m'a mise dans une position de management, dans le sens où j'avais rejoint, c'était une startup qui s'appelle Zalora, donc début du e-commerce en Thaïlande, 2012. Il y avait tout à construire. J'avais rejoint cette startup, j'avais aucune connaissance particulière. Je faisais le CRM. J'ai dû apprendre à coder les newsletters. J'ai dû apprendre tout et n'importe quoi si je connaissais rien. Donc ça, déjà, c'était un gros signe de confiance. Mais surtout, au bout de 3-4 mois, il m'a proposé de prendre la tête du département marketing, où il y avait une 30aine de personnes. La plupart étaient bien plus expérimentés que moi. On est en Thaïlande, donc en plus, tout le marketing se fait en thaï. J'avais commencé à prendre des cours de thaï, mais pas au point de pouvoir sign up des newsletters en thaï. Et ma première réaction, ça a été de dire non. Enfin, je me sens pas. J'ai jamais fait. Ça me paraît un peu trop rapide, trop ci, trop ça. Et en fait, il m'a pas laissé le choix. Et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de garder dans mon management. C'est parfois il y a des moments où les personnes qu'on encadre se font moins confiance en elles que nous on peut avoir confiance en elles. Et il suffit de ce petit je pense que si vraiment ça allait pas, il m'aurait pas forcé, mais de voilà, cette petite pique, ce petit moment pour débloquer quelque chose. Et ça a été finalement un énorme moment de mon parcours, parce que j'ai découvert que j'adorais en fait manager, créer des équipes, les accompagner. Et j'ai eu la chance de le découvrir super tôt. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 25 ans. Et ça a vraiment guidé mon parcours par la suite. Donc voilà, très, très reconnaissante, parce que il m'a pas laissé le choix, mais il m'a quand même accompagnée. Il m'a pas juste mis là et il m'a dit maintenant démerde-toi. Il m'a aidé à bien comprendre le changement de position, qu'est-ce que ça impliquait. J'ai eu la chance aussi, ça n'a pas été toujours facile, hein. Il y avait une personne dans l'équipe qui était beaucoup plus expérimentée que moi, qui était moitié thaï, moitié allemande, et qui pensait que le poste aurait dû lui revenir. Et elle avait d'ailleurs peut-être pas tort. Quand je suis partie, c'est ma grande fierté, c'est elle qui a repris l'équipe, donc ça s'est très très bien passé finalement. Mais au début, elle était vraiment dans une position de conflit. Et elle m'a dit des choses dont je me souviendrai. Elle m'a aussi aidé à grandir. Elle m'a dit, en fait, comme tu te sens pas légitime, tu nous demandes tout le temps notre avis sur tout. Nous, on a besoin d'avoir quelqu'un qui met la direction, qui dirige l'équipe, qui fait avancer les choses. Et donc, c'est cette expérience qui a été vraiment fondatrice, parce que je me suis confrontée à tout ça. Et j'ai appris des uns des autres. Et j'ai pu, derrière, reprendre beaucoup plus confiance en moi sur ça. Ouais, donc là, tu parles aussi d'un point intéressant qui est la légitimité quand on est dans une nouvelle prise de fonction quelque part, de la peur de faire des erreurs. Et comment on fait quand on n'a pas la chance d'avoir un manager ou un mentor justement qui va te donner la confiance dont tu as besoin et que tu dois pour autant transmettre à tes équipes, comme tu le disais, cette assertivité, finalement, même si tu la ressens pas, Je pense que c'est un sujet super important pour tout nouveau manager, cette question de la légitimité. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément toujours la chance d'être accompagné. Je pense qu'on sous-estime, on se dit cette personne a été brillante jusqu'ici, elle a géré tous les projets, forcément elle sera brillante dans l'étape d'après. Et souvent l'étape d'après, dans le monde professionnel actuel, il y a des voies d'expertise, mais il y a beaucoup de voies de management. Et c'est pas du tout la même chose d'être un expert ou d'être un manager. Donc je trouve que c'est quelque chose dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, où j'ai vu pas mal de problèmes, parce qu'en fait ça demande des compétences différentes, et si on n'accompagne pas les gens, ça s'invente pas, et si on leur dit pas, et si on leur donne pas des conseils, donc je pense que faut pas le sous-estimer, ce changement. C'est normal en fait d'être un très bon expert mais pas forcément un très bon manager, parce que c'est pas du tout les mêmes compétences, et deux, si on n'est pas accompagné par son manager, on peut construire, je pense, un réseau dans l'entreprise. Nous, c'est quelque chose qu'on avait fait beaucoup dans ma boîte précédente chez Vestiaire Collective, notamment sur la question du syndrome de l'imposteur. On avait tout un groupe de femmes managers,
Et on avait un peu ce contrat tacite où quand on voyait que l'une des managers, mais ça pouvait être très bien des gens de mes équipes, d'autres équipes, c'était pas forcément des relations de boss et personnes managées. Mais quand on voyait qu'une personne se mettait en position de syndrome de l'imposteur, ça pouvait être des tout petits trucs, genre, dans ce meeting, t'as commencé en disant oui, peut-être que je me trompe, mais je suis pas du tout experte, mais on faisait tout le temps remonter à la personne en disant là, tu t'es mise dans une situation où en fait, tu t'as retiré ta légitimité par peur de pas être légitime, et du coup, c'est perçu comme ça. T'aurais plutôt pu le positionner différemment. Et d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur est souvent féminin. Un homme l'aurait peut-être dit différemment. Et ce réseau de soutien, il peut se construire avec son manager, mais il peut aussi se construire avec les autres. Et ça demande de le construire, mais je pense que c'est faisable et que souvent d'ailleurs, en tout cas moi de mon expérience, j'ai autant appris de mes boss que de mes pairs ou même des gens de mes équipes, parce que tout le monde a sa perception et peut apporter quelque chose à ton développement. Donc il y a deux choses, c'est un, déculpabiliser, c'est normal. Complètement. Et puis deux, une fois encore, l'altérité, s'appuyer sur les autres et les dynamiques de feedback et d'observation de groupe. Ok. Et alors, tu me fais un cadeau là, puisque tu me parles du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai vu une interview de toi où tu disais que tu n'avais pas raconté à tes proches que tu postulais pour ton poste actuel de directrice de la French Tech, dont on va reparler juste après. Est-ce que là, c'est pas un peu du syndrome... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est pas aussi un peu du syndrome de l'imposteur? Si, complètement. Ça se travaille toute sa vie, je pense. C'est un gros sujet, le syndrome de l'imposteur, parce que je suis assez engagée sur les thématiques de women empowerment. Comment est-ce qu'on peut aider les femmes à prendre plus de positions managériales, à prendre plus de place dans l'entreprise, etc. Et souvent, il y a une partie des femmes qui sont engagées sur ces sujets qui détestent ce concept du syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai qu'au fond, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est pas quelque chose qui serait féminin de on n'a pas confiance en nous. Non, c'est des années de biais culturels qui font les femmes sont perçues d'une certaine façon et les hommes de l'autre. Des années d'éducation qu'on s'auto-approprie et qui du coup créent ce manque de confiance. Mais je crois pas du tout qu'il y ait quelque chose où les femmes naissent comme ça et les hommes naissent comme ça. C'est vraiment de l'acquis, pas de l'inné. Et c'est là où en fait ça devient un vrai problème, c'est qu'à force de entendre tel métier c'est plutôt pour les hommes, tel métier c'est pour les femmes, telle personne quand elle a une opinion forte elle est agressive alors qu'un homme il est je sais pas, imposant, assertif. c'est ça qui crée finalement ces biais, et ces biais quand on se les approprie ça crée cette impression de pas forcément être légitime. Oui, comme tout le monde, le syndrome de l'imposteur je l'ai complètement. Pour ce job en particulier, c'est sûr que je connaissais tellement pas cet univers du monde public de l'intérieur, je le connaissais que de l'extérieur, que j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui était possible. Et du coup, en effet, j'ai pas trop dit que je postulais. Et tout s'est vraiment accéléré. Finalement, c'est fait. Il y a eu un long moment entre le moment où j'ai postulé et le moment où ça s'est fait. Mais le moment où ça s'est fait en une semaine. Donc, j'étais encore en train de parler d'autres choses avec d'autres gens. Et il me fait mais attends, j'ai vu cet article, tu vas faire ça, mais pourquoi on n'en a pas parlé? Et oui, ça arrive toujours. Ça arrive toujours, même si c'est un combat permanent. Et ça arrive à tout le monde, ça aussi, déculpabiliser. J'ai eu la chance, depuis que j'ai pris ce poste, de faire des panels avec des femmes exceptionnelles. Je pense à la ministre Elisabeth Moreno sur les sujets de l'égalité hommes-femmes, des grandes chefs d'entreprise, des députés. Et en fait, toutes ont eu ces moments un peu de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est OK, c'est normal d'avoir ces moments. Mais c'est bien d'en être conscient et de pas se laisser stopper à cause de ce syndrome. Parce qu'il n'y a pas de raison et on a plein de choses à pouvoir apporter, il faut avoir confiance. Oui, et toi, ta façon de gérer ça a été finalement de te mettre en action. Hop, t'as postulé. Et puis après, on verra. Oui, complètement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon parcours. Je me suis jamais empêchée de faire quelque chose parce qu'il y a peu de chances que ça marche. Au contraire. Et ça, je le dis.
Je dis souvent, par exemple, de façon très concrète, quand les gens de mes équipes se font contacter pour d'autres jobs, il faut toujours répondre. Parce qu'en fait, tu sais pas où ça peut te mener. Bien sûr, j'ai pas envie que tu partes. Mais au mieux, pour moi, au mieux, la personne se dit, bon, en fait, je suis bien là où je suis. Au pire, en fait, elle découvre qu'il y a une super opportunité et qu'en fait, cette opportunité, elle peut la prendre et elle est en mesure et c'est le bon moment. Et il faut qu'elle le fasse. Et moi, j'ai toujours un peu raisonné comme ça. Il faut toujours dire oui et puis on verra plus tard. Et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. On s'en remet. Et si ça marche et qu'on n'était pas tout à fait prêt, comme un peu ce qui m'arrive avec ce poste, on trouvera une solution, on apprendra et on a beaucoup de ressources. Et je pense qu'il faut... et encore une fois, et surtout, on est toujours plus entouré que ce qu'on ne le pense. Donc, tu vois, je t'ai dit, je connaissais pas le monde public. Et puis, en fait, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que il y avait telle personne qui travaillait déjà dans le public, qui m'a été d'une grande aide pour comprendre et naviguer, ou j'ai écrit à telle personne qui a répondu de bon cœur. Ça, c'est quelque chose aussi que Chance pousse beaucoup à faire. Et les gens n'ont pas toujours confiance ou osent pas. Mais déjà, le grand secret, je pense, du networking, c'est que les gens adorent parler d'eux. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Donc, ils seront toujours très flattés. Et franchement, c'est très rare que les gens disent « j'ai pas le temps ». Là, en ce moment, malheureusement, je me contredis un peu parce que moi, j'ai peu le temps et il y a plein de gens qui me sollicitent et j'aimerais trop passer du temps avec eux. Donc, ça arrive. Mais, et même si ça arrive, si la personne vous dit non, c'est pas très grave. En fait, il y a une autre personne. Et donc, ouais, on est plus entouré. Donc, je pense que moi, c'est toujours ce que je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye et soit ça marche, tant mieux. Et puis, si je suis pas tout à fait prête, je trouverai des solutions. Soit ça marche pas et ça marche pas, il y aura d'autres opportunités. C'est vrai que chez Chance, on dit que, je sais pas si tu te rappelles, la chance, c'est l'équation préparation plus opportunité. Donc finalement, c'est exactement ça. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des barrières externes. Par exemple, on va s'orienter vers un nouveau domaine et on n'a aucun réseau. Même toi, tu disais que tu avais été surprise finalement de découvrir que tu connaissais des personnes dans le milieu que tu visais. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient à cœur puisque tu as été l'une des premières signataires de l'appel solidaire. Et d'ailleurs, je crois bien que tu as été le premier duo formé par Chance avec Anna, infirmière qui se réoriente vers le projet de data analyst. Pourquoi cet engagement et est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience avec Anna? Je pense que c'est en effet un des challenges, c'est que oui, là je te dis on est mieux entouré. J'ai aussi conscience que je suis extrêmement privilégiée. J'ai fait des études à plusieurs reprises en plus, donc j'ai pu recréer des cercles à différents moments de ma vie. J'ai habité dans plein de villes, donc j'ai des cercles aussi de cette période-là. J'ai plutôt une facilité à nourrir des relations, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je suis bien contente que se retrouver à un cocktail et parler à des gens qu'on connaît pas, autant moi ça m'amuse, autant il y a des gens que ça m'amuse pas du tout et je leur jette pas la pierre, ils ont bien raison. Donc je sais que je suis privilégiée sur ce point de vue-là et que c'est sûr que ça m'aide beaucoup parce que encore une fois je crois à cette dynamique collective dans le parcours et donc je pense que quand on n'a pas cette chance parce que juste c'est pas quelque chose où on est à l'aise ou c'est pas quelque chose qu'on a pu développer parce qu'on n'a pas forcément fait les bonnes études, enfin les bonnes études au sens des études qui nous donnent un grand réseau. On a fait des études très spécifiques dans une thématique et en fait on veut aller dans une autre thématique, donc un monde complètement différent. On a grandi dans un pays et en fait on a immigré dans un autre pays et on connaît absolument personne. Enfin, il y a des multiples situations où c'est pas du tout aussi facile que ça a pu l'être pour moi jusqu'ici. Et là, je pense que arriver à pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont le réseau dont on a besoin, ça fait une énorme différence. Mais ça, je pense que chacun le sait, hein, que ça soit dans sa vie pro ou perso. Quand on nous dit je te conseille d'aller chez tel coiffeur parce que je le connais, forcément, on va plutôt être tenté d'aller chez tel coiffeur. C'est pareil dans la vie pro. Si on nous dit je travaille avec cette personne, je lui fais confiance, elle est géniale et son projet est génial, la personne va être plus encline à ouvrir sa porte et à partager un peu ses connaissances, son temps, etc. que si c'est une personne qu'elle connaît pas du tout. C'est assez humain finalement ce réflexe. Je dis pas que c'est bien. Je pense que le mieux, ça serait d'être dans un monde où les gens répondent de façon complètement égale aux sollicitations, que ça vienne de quelqu'un de leur réseau ou pas de leur réseau. Mais c'est comme ça.
Et donc, si on peut faire quelque chose pour changer ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, pour revenir à Anna, du coup, ce qu'on a fait, c'est elle a rencontré la French Tech. En fait, la French Tech a des antennes locales partout sur le territoire. Il y a 13 capitales French Tech qui animent l'écosystème local et un certain nombre de communautés aussi à l'international. Et donc, c'est vraiment nos ponts, nos relais locaux pour bien comprendre l'écosystème, l'animer, etc. Donc, c'est forcément des gens très connectés. Et du coup, Anna, j'ai mise en contact avec la présidente de la French Tech de Lyon, Lyon-Saint-Étienne, qui est la région où elle veut faire son apprentissage. Et ça permet, je pense, de pouvoir déjà mieux comprendre un peu tout ce qui se passe dans la région et ensuite potentiellement de faire les bonnes introductions, de recréer finalement un peu ce sentiment d'appartenance à une communauté. Si on n'a pas eu la chance d'être dans cette communauté pour une raison X ou Y, on peut facilement le faire en trouvant les bonnes personnes. Et moi, ça me coûte pas grand-chose, en fait, de faire ça. Ça me coûte un peu de temps, mais les gens, encore une fois, sont ravis de le faire. La personne en question a répondu positivement tout de suite. C'est vraiment rare, les gens que je peux contacter comme ça pour de la mise en introduction, dans le cadre de chance ou autre, qui n'ont pas envie de le faire. Parfois, ils peuvent pas parce qu'ils sont pas là, ils ont beaucoup d'obligations, etc. Mais tout le monde est toujours ravi d'aider. Et c'est sûr que une fois qu'en plus on a déjà fait tout le chemin de se demander comment on veut se réorienter, c'est ça la partie dure. Une fois que cette partie elle est faite, si on peut débloquer la suite pour pouvoir passer dans le concret, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui m'a convaincue dans votre appel, parce que vous avez une solution qui permet aux gens d'avancer, de savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller, parfois de prendre des énormes risques de se reconvertir. Et c'est sûr que si on peut leur donner ce petit coup de pouce, c'est chouette pour que ça puisse se concrétiser. Et toi, donc à 32 ans, tu viens de prendre la direction de la French Tech, donc qui est une instance qui permet d'augmenter l'attractivité de la tech française. Après, je te laisserai nous en dire plus avec tes mots. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce nouveau projet ? Ouais, donc la French Tech, la mission French Tech, c'est une administration qui est au sein du ministère de l'économie et des finances, qui a pour objectif de rassembler, faire grandir, promouvoir l'écosystème de la tech en France et à l'étranger, la fameuse French Tech. Pourquoi ? Il faudrait demander à mon coach. Non, en fait, je me suis rendu compte, j'étais un peu à une frontière, à une croisée des chemins dans ma carrière, où j'avais fait beaucoup d'expériences en tech, en start-up, à différents stades, dans différents pays, dont on a parlé. Il se trouve qu'ils étaient aussi tous dans la mode. Donc, j'avais ce côté un peu industrie créative qui m'intéressait aussi. Et c'était très souvent dans l'entrepreneuriat. Et je crois beaucoup dans le pouvoir de l'entrepreneuriat, de changer les choses, de faire avancer le monde, de trouver des solutions. Mais donc, j'étais un peu paumée à ce moment-là parce que j'avais décidé que j'avais envie de faire autre chose que mon aventure précédente, j'avais envie d'une nouvelle étape et en même temps j'étais un peu en réflexion sur ça allait être quoi cette nouvelle étape, et je me voyais pas quitter une des super scale-up de la tech française pour aller dans une autre super boîte de la tech française. C'était pas ma démarche, j'avais envie de changer un peu d'univers, de tout ça. Et en fait, ça a été un peu une évidence, la French Tech, parce que j'avais cette petite musique un peu de me dire ça fait quasiment 10 ans que tu travailles pour faire grandir des boîtes plus vite, qui en plus ont souvent été des boîtes liées à la consommation. Alors après, Vestiaire Collectif, c'est de la consommation responsable, c'est de l'occasion, donc ça avait tiqué une box, mais voilà, toujours dans cette thématique de croissance économique, et j'avais envie d'avoir un impact un peu plus grand, mais sans arriver trop à formaliser ce que ça voulait dire. Et finalement, la French Tech, c'est un peu rassembler cette envie d'engagement, d'impact et cette croyance dans l'entrepreneuriat. Je viens d'une famille où il y a à la fois des entrepreneurs et des gens du service public, beaucoup de professeurs notamment. Donc je pense que ça va toujours un peu tirailler. Quand j'étais petite, je voulais faire prof comme tout le monde, dans ma famille, comme mes grands-parents, comme mes parents, comme mes tantes. Et je me suis complètement éloignée de ça pour partir plutôt sur la voie entrepreneuriale. Mais pouvoir travailler au sein de l'État pour tout l'écosystème,
à mettre en place des politiques publiques, finalement, c'était rassembler un peu ces deux croyances. La croyance dans le fait que l'entrepreneuriat peut changer le monde et la croyance dans le fait que le service public a aussi toute sa place dans cet écosystème. Et puis, c'est une opportunité, c'est une fois dans ta vie, quoi. Donc ça se refuse pas non plus. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de passer quelques temps à faire vraiment des choses qui vont aider tout l'écosystème, qui vont pouvoir montrer aussi que oui, en France, on peut créer des boîtes tech d'envergure, qu'on a complètement les capacités. Parce que dans toutes mes expériences à l'étranger, notamment aux US, j'ai souvent entendu dire ah ouais, moi j'ai fait ça, mais j'aurais jamais pu faire cette boîte si j'étais pas partie. Parce que l'écosystème est tellement plus porteur aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et c'est pas vrai. Je pense que ça a beaucoup changé. Et pouvoir contribuer à montrer et surtout à rendre possible le fait que ça a changé, c'est vraiment un honneur parce que c'est voilà, concilier tout ce en ce que je crois. Alors, je vais essayer de résumer un peu tout cet échange très riche en rattachant à des notions de chance que tu as dû voir dans ton parcours chance. Est-ce que j'entends bien si je dis qu'il y a à la fois une recherche de finalité, c'est-à-dire le sens de ton projet professionnel vers un monde plus responsable, un monde de demain plus responsable, mais aussi l'égalité homme-femme dont tu parlais tout à l'heure. Et en termes de moteur, il y a à la fois ce côté de créer et de transmettre, du coup, maintenant plus que ta campagne. Ok, super clair, merci. Ouais, c'est passé d'un rôle où on est complètement acteur à un rôle où on est accompagnant. C'est pas facile parce que j'ai toujours été dans un environnement en plus start-up, donc tu prends une décision, tu la mets en place le jour même et tu vois les résultats le lendemain. Là, t'es sur un travail beaucoup plus de fond, beaucoup plus d'accompagnement, comme tu le disais, où t'es moins, enfin finalement t'aides les acteurs, mais t'es plus l'acteur au sens dans les opérations du business. Mais je pense que c'était le moment où j'avais envie de ça. Et en fait de pouvoir mettre à disposition tout ce que j'ai appris dans ces écosystèmes de la tech en France, à l'étranger, en Asie, et de pouvoir ramener aussi ça ici, c'était quelque chose qui était assez important pour moi parce que je me disais finalité exactement, au moins tout ce que j'ai fait jusqu'ici sert vraiment à quelque chose qui n'est pas le résultat d'une boîte encore mais qui est vraiment l'écosystème en entier et ça je trouve ça hyper satisfaisant. Donc tu as pris tes fonctions, encore félicitations. Et puis là, tu apprends que tu es enceinte. Alors, comment est-ce que toi, tu as réagi? Comment ton entourage a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Oui, vaste sujet. J'en ai pas mal parlé récemment. Ça a été une grosse question. Tiens, syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Ça arrive à 40 milliards de personnes avant moi et ça réarrivera. Et franchement, est-ce que c'est encore un sujet? Malheureusement, c'est quand même encore un sujet. C'est pour ça que je me suis décidée. En fait, j'ai rencontré plein de femmes, entrepreneurs surtout, qui m'ont dit tu te rends pas compte, maintenant t'as une plateforme, même si ce mot est un peu impressionnant, et tu peux faire passer des messages. Et en fait, tu dois faire passer des messages. Et c'est vrai que je me suis sentie du coup un peu cette responsabilité de me dire en effet, il y a encore un sujet, je le vis moi, elles l'ont toutes vécu. Si je peux contribuer d'une façon ou d'une autre à faire avancer les choses en parlant, il faut que je le fasse. Mais bon, c'est jamais facile de parler de sujets un peu plus perso dans ta vie pro. Mais c'est sûr que ça a été assez compliqué parce que tout est arrivé complètement en même temps. J'ai été nommée fin du mois de septembre. Je commençais mon poste début novembre et je suis tombée enceinte au milieu. Donc, en plus, j'ai même pas pu leur dire en avance vu que je n'étais pas enceinte au moment où j'ai été nommée. Et j'avais vraiment le sentiment de me dire ok, en fait là, on vient de me donner une mission. En plus, il y a le côté public qui est un peu, tu te dis ok, enfin, c'est bête à dire, mais voilà, dans mon équipe, on est payé par les impôts des Français, enfin vos impôts. On a plutôt intérêt à assurer parce que c'est pas une entreprise. Et du coup, il n'était pas tout à fait prévu que je prenne ce poste pour partir en congé mat quelques mois plus tard, enfin 7-8 mois plus tard. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez angoissant. Et c'est vrai que ça pose cette question, mais qu'on voit dans les entreprises, qu'on voit dans... C'est pas que parce que c'est une administration publique mais comment je vais faire, comment ça va être perçu.
Et depuis que j'en ai parlé, je reçois beaucoup de témoignages qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'arrive pas à le dire. Finalement, comment t'as fait ?» Et en fait, je me suis dit, là, ma réaction, c'est exactement ce que je combats dans mon quotidien, dans ma vie pro et perso, dans mon engagement pour la parité depuis des années. Donc, c'est pas la bonne réaction. Et oui, ça fait peur, mais en fait, oui, on va s'en sortir, quoi. On va trouver des solutions. Plein de personnes l'ont fait avant et il n'y a pas de bon moment. Donc c'est comme ça. Mais voilà, ça a été un petit chemin pour atterrir là-dessus. Et puis ensuite, j'ai eu énormément de chance parce que la nouvelle a été super bien accueillie par mon entourage professionnel, par mon boss, Cédric O, par bien sûr mon conjoint qui est le premier concerné, mais qui tout de suite m'a beaucoup rassurée sur aussi comment est-ce qu'on allait faire ensemble. Parce que je pense que j'ai la chance on est deux. Il y a aussi des familles monoparentales, je pense que c'est plus compliqué. Et de pouvoir en parler, de réfléchir à concrètement comment ça allait marcher. Parce que c'est vrai que dans ce job, je suis beaucoup en déplacement, à l'étranger, en France. J'ai souvent beaucoup de choses le soir. Donc on est obligé un peu de prévoir. On peut pas juste se dire, voilà, on verra. Et en fait, je pense qu'une idée qui est ressortie, qui moi, je trouve assez chouette, c'est de se dire, si t'es deux à vouloir construire une carrière, forcément, il y a des moments où il y a une personne qui sera plus prise que d'autres. Et peut-être que là, c'est moi qui ai beaucoup d'obligations. Et peut-être que plus tard, ça sera lui. Et finalement, on s'en sortira comme ça. Et malheureusement, je pense que toutes les femmes n'ont pas encore cette chance. Et la charge n'est pas encore complètement toujours partagée. Mais le monde évolue et c'est vrai que ce sujet de la parité et de la parentalité, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup dans le cadre de la French Tech. Et je pense que l'écosystème tech en a vraiment pris conscience et a envie d'avancer sur ce sujet et a envie de mieux accompagner les femmes dans l'entreprise et puis les parents en général dans l'entreprise. Donc ça va dans le bon sens. Mais la route est encore longue. Il y a 3 femmes qui sont patronnes de CAC 40. Il y en a aucune patronne de French Tech 120, du Next 40. Elles sont 14 dans le French Tech 120. C'est autre chose. C'est déjà mieux que rien, mais bon, ça reste pas tout à fait la moitié. La route est encore longue. La route est encore longue et il faut si je peux aider à faire en sorte que ça accélère, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, récemment, j'ai une de mes amies très proches qui m'a appelée et m'a confié quelque chose qui m'a un peu secouée. Elle m'a dit, elle était malheureuse dans son travail à ce moment-là et elle voyait des opportunités se dessiner. Et elle me dit, j'hésite entre changer de travail ou lancer le projet du 2e bébé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui ont cette croyance limitante, attention, à juste titre ou pas, je ne sais pas, il y a pas qu'elle, c'est aussi la société, qu'on ne peut pas être enceinte et changer de travail et qui se posent finalement ce dilemme? Mais il y a plein de filles qui ont écrit sur ça depuis. C'est vraiment une croyance limitante. C'est exactement ce que tu dis et elle est très, très ancrée. Déjà, de façon pragmatique, c'est pas forcément la chose la plus joyeuse à dire, mais on peut pas, ça marche pas comme ça, le corps humain. Je pense qu'on peut pas choisir exactement quand lancer ce genre de projet. Et en fait, si on commence déjà à se mettre dans une thématique, on se dit, je veux lancer ce projet, et ce projet, on sait pas, il va peut-être prendre 1 semaine, mais il va peut-être prendre 2 ans. Et 2 ans, c'est long, en fait. Pendant 2 ans, on vit, on a largement le temps de faire plein de choses. Donc déjà, c'est le point 1. Je pense qu'on a pris l'habitude de tout vouloir planifier. Moi, la première. Mais il faut accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas planifier, et donc il faut accepter cette ambiguïté. Et 2, encore une fois, il n'y a pas de bon moment. Je pense que le projet de prendre un nouveau travail ou changer de travail dans son entreprise ou même changer de voie, quand on sent que c'est le moment de le faire, qu'il y ait un projet d'enfant qui vienne au milieu, finalement c'est pas grave parce que et c'est Cédrico qui m'a donné cette anecdote que je répète, que j'adore. Mais finalement, un congé mat, la fameuse règle des 40 cm. Mais c'est vrai, si une carrière c'est 40 cm, c'est 3 mm, c'est rien.
et ça passe très vite. Et même si on a envie de passer un peu plus de temps et que ça devient 6 mm ou que sais-je, 1 cm sur 40, c'est un moment de vie. Et je pense que quand on est décidé qu'on a envie de prendre une opportunité, on le fait pas pour 3 mm, on le fait parce qu'on y croit pour quelques années. Donc voilà, il faut y aller. Et je pense que les entreprises aujourd'hui sont capables de le comprendre. Et ce que j'ai dit très récemment à une personne qui m'a posé exactement cette question, parce qu'elle est en process et en même temps, elle venait de découvrir qu'elle était enceinte et elle savait pas trop si elle devait se retirer du process. Je dis, en réalité, s'ils sont au courant et qu'ils veulent plus t'embaucher, est-ce que tu préfères pas le savoir? Parce que ça veut dire que tu vas rejoindre une équipe qui a pas forcément les valeurs dans lesquelles tu as envie d'évoluer. Ce qui est pas grave, c'est leur valeur, mais en tout cas, faut mieux le savoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je pense que voilà, l'entreprise accepte et doit accepter qu'il y a de plus en plus de chevauchement entre la vie privée et la vie et la vie professionnelle. Si on veut de plus en plus de femmes managers, malheureusement, on arrive. C'est au même moment en fait qu'on va faire sa famille et qu'on va devenir manager. Entre 30 et 40 ans, c'est le moment où ta carrière décolle. C'est aussi le moment où si tu veux une famille, tu vas la faire. Donc les entreprises, je pense la plupart l'ont bien comprise. Et puis ceux qui ne l'ont pas compris, peut-être faut mieux le savoir. C'est vrai qu'on parle dans le parcours chance de l'adéquation des valeurs entre celles du projet que tu veux rejoindre ou créer et puis les tiennes fondamentalement. Tu te rappelles les valeurs sur lesquelles tu étais atterri ou tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais Ouais, mais je pense que c'est un point fondamental. Et très souvent, alors je me rappelle pas ce sur quoi j'étais atterri. Mais comme ça, là, tu dirais quoi? Mais moi, ça m'a beaucoup guidée parce que je vois trop de gens, mais qui sont finalement dans des situations où ils sont pas à l'aise dans leur travail pour ça, en fait. Parce que soit l'entreprise, soit la façon de travailler, soit, je sais pas, l'environnement ou le projet que porte l'entreprise sont pas en adéquation avec leurs valeurs. Et en fait, je pense qu'au-delà du fait qu'on se sent mal, ça nous empêche, en tout cas moi, ça m'empêche de faire du bon travail aussi, enfin, le meilleur travail que je peux. Je vais prendre un exemple concret. On en parlait tout à l'heure, je suis quelqu'un j'aime prendre l'énergie du collectif. J'ai besoin que il y ait une dynamique positive entre les gens, qu'on s'écoute, qu'on apprenne les uns des autres. Dans un environnement très directif, qui laisse pas justement à chacun la chance de s'exprimer parce que peut-être un peu trop managé par la peur ou par peut-être un peu plus agressif, directif. En fait, j'évolue pas comme j'aimerais évoluer parce que je suis pas en alignement avec la façon dont j'aime travailler. Donc ça, c'est des choses qui sont ressorties dans le parcours chance aussi, c'est d'arriver à mieux se connaître et se dire ok, je sais que j'ai besoin d'un environnement dynamique, collaboratif, pluriel, parce que c'est là où je sors une richesse et donc des idées et donc où je peux avancer dans mon travail. Et puis aussi, j'ai l'impression un environnement qui va te permettre, tu disais d'évoluer, mais donc d'apprendre. Parce que j'ai lu que tu avais appris à coder dans l'urgence pour résoudre un problème de emailing en quelques jours, que tu as appris le japonais, que tu ne parlais pas parce que tu avais envie d'aller travailler là-bas. Qu'est-ce qui te donne cette impulsion et cette confiance aussi en ta capacité à monter en compétences comme ça? Oui, c'est Rosé qui a raconté ça, franchement, c'était pas évident. Non, ça va. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les opportunités et le parcours. J'ai vraiment le sentiment toujours que tout est possible, mais c'est pas quand je dis ça, je me rends compte que ça semble très présomptueux. C'est pas parce que je me sens au-dessus de je sais pas quoi. Non, c'est plus que je me dis en fait, il y a pas de risque à tenter. Il y a que du positif. Soit ça marche et tant mieux, soit ça marche pas et j'ai quand même appris quelque chose. Et du coup, c'est un peu pareil avec l'apprentissage. C'est j'aime bien apprendre plein de choses nouvelles et puis voir si je peux en tirer quelque chose. Après, je pense que peut-être les limites de ça, c'est que j'ai tendance à vouloir apprendre plein de choses. Je suis rarement satisfaite d'être à un endroit à un moment. Là, je dois être allongée une semaine parce que j'ai fait trop de choses et que du coup, c'est pas top pour la grossesse. Bon, il faut aussi apprendre à prendre un peu de recul sur soi-même et pouvoir se calmer de temps en temps.
Mais oui, c'est vraiment mon moteur, c'est de découvrir des choses, de me remettre en question, de prendre des risques, parce que je trouve juste que c'est plus fun, quoi. Bah écoute, tu as devancé ma prochaine question, qui était justement, c'est quoi l'équilibre entre continuellement se développer et s'enrichir, et puis en même temps prendre le temps parfois de souffler un peu, de profiter de là où on en est aujourd'hui, de s'exprimer dans son potentiel de façon sereine. Comment tu trouves cet équilibre? Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu problématique. Je trouve pas trop. Non, c'est un vrai challenge. Je pense que j'admire les gens qui sont capables à l'inverse, de vraiment s'investir de façon très régulière et très longue dans un projet, de pas répondre oui à tout ce qui leur tombe dessus et qui vont pas faire 4 trucs dans une soirée parce que j'ai dit oui à tel événement, puis j'ai un dîner machin et un cocktail bidule. Moi, aujourd'hui, je suis pas très forte à ça. J'ai toujours envie de tout faire. J'ai de la chance pour l'instant d'être en bonne santé, d'être bien entourée, et donc ça marche. Mais voilà, je sais aussi que là, par exemple, avec l'arrivée d'un enfant, il va falloir que j'arrive à réorganiser un peu et à apprendre à dire non à quelques trucs. Mais c'est peut-être un nouvel apprentissage, en fait. C'est ce que je me dis. Est-ce que je peux pas le voir comme un challenge? Incroyable. Et si j'arrive à le positionner comme ça, bon, ça sera moins frustrant. D'accord. Donc repositionner finalement la recherche d'équilibre comme un challenge en lui-même. Okay. Je pense. Sinon, je suis preneuse de tout conseil. Et justement, on parle de domaine de vie souvent dans les moments de questionnement, de bifurcation de vie, re-questionner en fait pas que le travail, mais aussi son rapport au travail. Et les domaines de vie, ça peut être les amis, la famille, la santé, le sport, le travail, donc bien sûr. Toi, est-ce qu'il a évolué ce rapport ces derniers temps? J'ai toujours été assez fascinée par le travail et à 300% dans mon boulot. Je pense pas que ça c'est quelque chose qui a vocation à changer. J'en retire une énorme satisfaction, en fait. C'est vraiment bon élève de dire ça, mais j'aime beaucoup travailler. Bah, c'est ok. J'en retire vraiment un vrai plaisir. Surtout depuis que je me connais mieux et donc que je travaille sur des sujets qui m'intéressent, dans des environnements où je me sens bien, où je peux prendre le temps aussi de créer toute cette dynamique d'équipe qui me satisfait beaucoup. Après, j'espère, je crois, que j'ai quand même pas mal d'autres domaines qui m'intéressent. Je fais pas mal de sport. J'ai grandi dans une région où on fait beaucoup d'escalade, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai eu la chance de reprendre l'équitation qui est un sport. Oui, je promets, monter sur un cheval, c'est un sport, même si c'est le cheval qui court. Et c'était sympa parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais toute petite, donc pouvoir reprendre, c'était un peu un des trucs que je m'étais dit justement pour avoir plus d'équilibre et que j'ai réussi à faire, donc c'était chouette. Je passe beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille, etc. Je pense que mon problème, c'est pas tant la place que prend le travail, mais le fait que comme j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses, j'ai peu de moments où je fais pas grand chose, ce qui jusqu'ici m'arrange bien, mais ce qui sera peut-être un challenge un peu plus tard, d'arriver aussi à pas être toujours en activité. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Et ça, comment ça se traduit sur tes relations avec tes équipes au travail? Est-ce que c'est quoi en termes d'autonomie, de gestion du stress, d'agilité? Qu'est-ce qui te drive en termes d'environnement? Je pense que les moments qui me drivent le plus, c'est un peu les moments comme maintenant à la French Tech. C'est vraiment ces moments de construction d'équipe. Où t'arrives sur un nouveau job ou une nouvelle problématique, etc. Et où tu dois arriver non seulement à comprendre cette problématique et réfléchir à des solutions, mais aussi comprendre quelles vont être les bonnes personnes pour pouvoir porter toute l'action que tu veux mettre en place. Et comment tu arrives à faire, déjà, attirer ces bonnes personnes. Ce qui est toujours quelque chose que je trouve assez chouette parce que ça te permet de construire un peu aussi ta vision en essayant de la vendre à d'autres, etc. Ensuite, une fois que tu les as attirés, comment tu arrives à les faire travailler bien ensemble
Donc là, à French Tech, on a pas mal de nouvelles personnes dans l'équipe et c'est chouette de voir chacun apporte sa brique, sa perspective. Et comment, moi, mon rôle, c'est plus de voir comment est-ce que je peux arriver à faire travailler tout le monde ensemble, plutôt que de dire à chacun quoi faire. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve chouette comme challenge parce que tu crées cette dynamique collective. Et puis ensuite, je pense que les équipes diraient souvent que je suis assez exigeante. J'aime bien quand voilà, aussi la façon dont je vois mon rôle, c'est d'aider les gens à aller plus loin que eux. Ce serait peut-être là où eux seraient peut-être allés, en leur montrant que c'est possible et qu'ils ont la capacité, leur donner la confiance, qu'ils ont la capacité d'aller plus loin. Mais après, j'espère que je le fais. J'essaye de pas trop rentrer dans le détail de ce que chacun fait, de laisser cette agilité, laisser à chacun la possibilité de s'épanouir comme il veut, sur les sujets qu'il veut, etc. Tout en leur donnant la confiance qu'ils n'ont pas forcément, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as eu la chance, toi, en tout cas, de vivre dans tes jeunes années professionnelles, je mets des guillemets à jeunes, car tu es encore très jeune. Et justement, en parlant de jeunesse, je terminerai cet entretien par une question. Qu'est-ce que tu aimerais que la Clara, un peu moins jeune, peut-être en disant, allez, 80 ans, quelque chose comme ça, se dise en regardant dans le rétroviseur? Je pense que le plus important, c'est que j'espère garder ce dont on a beaucoup parlé, mais cet optimisme vis-à-vis des opportunités, de la vie en général, des gens. Je pense que quand on commence à s'être pris quelques claques, peut-être qu'on remet en cause cet optimisme. Quelques claques parce qu'une mauvaise rencontre, quelqu'un qui nous a déçus, ou une expérience professionnelle qui n'a pas marché comme on le voulait, ou un changement qui en fait s'est pas avéré positif, ou je ne sais, ou un problème de santé, soi-même ou sa famille. Jusqu'ici, voilà, j'ai eu la chance d'avoir plutôt des années plutôt paisibles et j'espère et je sais que la vie réserve beaucoup de challenges, mais que malgré ces challenges, je garderai cet état d'esprit de me dire pourquoi pas en fait tenter cette nouvelle chose. Parce qu'il n'y a pas de risque et parce que je crois au fait que l'avenir est plutôt positif. Ça m'a guidée jusqu'ici et j'aime bien cet état d'esprit. Donc, et continuer à le partager aux autres aussi. Merci pour toutes ces bonnes vibes et merci encore pour ton partage, Clara. Merci. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.